Sommet israélo-palestinien à Washington. La négociation bloque, chacun campe sur ses positions. Par mesure d'économie, le gouvernement français reporte la construction de 2300 km de nouvelles lignes TGV. Les députés votent la confiance au Premier ministre Alain Juppé qui estime que 1997 sera une année d'amélioration de la situation économique du pays. Mondial de l'automobile, ouverture au public demain, la voiture reste la première dépense des Français. Madame, Monsieur, bonsoir. À Washington, les négociations entre Yasser Arafat et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se poursuivent. Mais visiblement, elles bloquent sur les principaux sujets abordés, à savoir l'avenir de ce fameux tunnel archéologique de Jérusalem, ainsi que sur les conditions de retrait des soldats israéliens de la ville d'Hébron. Et pourtant, le président américain Bill Clinton fait tout pour que l'on sorte de la crise. Washington, Philippe Gassot. Les négociations au niveau des délégations sont terminées. La nuit ne rassemble-t-il pas porter conseil aux deux antagonistes? L'espoir d'hier, né dans les jardins de la Maison-Blanche, a terriblement baissé aujourd'hui. On avait bien remarqué le visage fermé de Yasser Arafat qui contrastait avec le sourire de Benjamin Netanyahou. On avait vu aussi que les deux hommes étaient à l'image aussi éloignés que possible, mais ils se parlaient. Les leaders, rapprochés hier par un Bill Clinton astucieux qui a su les laisser en tête-à-tête grâce à la complicité du Hussein de Jordanie, n'ont pas voulu renouveler l'exploit, car c'en était un. Ce matin et cette nuit, c'est la politique des petits pas qui a pris le relais. Les messagers n'ont pas réussi davantage à se saisir de la colombe espérée. Pour ce qui est du communiqué commun, il n'y a pas plus d'agrément qu'ailleurs. On ne compte plus le nombre de moutures. Sur un plan intérieur, et quel que soit le résultat des négociations, le président Clinton aura rempli son contrat. Il aura, en pleine période présidentielle, tenté d'éteindre l'incendie qui reprend au Proche-Orient. Une nouvelle fois, son électorat lui sera gré d'avoir tenté un pas en direction de la paix. Le point de la situation maintenant avec nos deux envoyés spéciaux, Philippe Prochot à Gaza, Charles Anderlin à Jérusalem. Charles, tout d'abord, que pense-t-on ce soir à Jérusalem de l'état de la négociation ? Eh bien, les radios et les télévisions israéliennes et palestiniennes ont ouvert leur dernier bulletin en annonçant pratiquement l'échec. Et elles sont depuis, on a modéré les estimations. En tout cas, ici, tout le monde estime qu'un échec serait extrêmement grave pour le Proche-Orient et pourrait conduire à une montée de la tension très rapide dans les territoires palestiniens. Et également, peut-être, le président de l'État d'Israël l'a évoqué, à une guerre avec les pays arabes à terme. Philippe Rochaud, maintenant à Gaza, siège de l'administration palestinienne. Quelle est l'atmosphère ce soir ? Écoutez, symboliquement, les Palestiniens ont suspendu pendant 5 minutes leurs activités aujourd'hui, mais ce qui domine, c'est l'humiliation. L'humiliation parce que l'armée israélienne ne sera pas redéployée autour de Hébron, humiliation parce que le tunnel ne sera pas fermé, humiliation surtout parce que les Israéliens ont demandé que les Palestiniens qui ont tiré sur l'armée israélienne soient traduits en justice, et puis humiliation enfin parce que plus de 400 chars encerclent aujourd'hui la bande de Gaza et que dans le climat actuel, tout peut arriver. Merci Philippe Rochaud. J'ajoute à ce que viennent de dire notre correspondant à Washington et de nos deux envoyés spéciaux que le président Bill Clinton fera une déclaration aux alentours de 20h30 ce soir sur l'état de la négociation entre Israéliens et Palestiniens. En Angleterre aujourd'hui s'est ouvert le procès du meurtrier présumé de la jeune Française Céline Figard, assassinée l'an dernier sur une route d'Angleterre. Le chauffeur routier qui se trouve dans le box des accusés reconnaît avoir rencontré la victime mais continue de nier l'avoir tuée. Étienne Lénard, sur place. Pour la première journée d'audience, Martine et Bernard Figard ont montré bien du courage. Accompagnés d'une proche et d'une religieuse anglaise dont ils ont souhaité la présence, ils se sont assis au fond de la salle d'audience. L'assassin présumé de leur fille, Stuart Morgan, qui plaide non coupable, est devant eux, complet bleu, chaussures de sport, ils ne les voient pas. De Céline, le représentant du ministère public dresse un portrait sensible, puis rappelle jour après jour les détails de son calvaire. Impassible, Bernard Figard prend des notes. Ils doivent entendre le procureur rappeler que le chauffeur routier britannique, s'il avoue avoir eu des rapports sexuels avec leur fille, continue d'affirmer que Céline était consentante. Entendre aussi que le cadavre est sans doute resté caché 10 jours derrière le fauteuil du camion Mercedes de Stuart Morgan pendant les fêtes de Noël. Entendre enfin la description du corps de la victime, tel qu'un automobiliste en panne l'a trouvé au bord de l'autoroute 10 jours après sa disparition, violée puis étranglée. Martine Figard ne peut retenir quelques sanglots. Et puis des révélations troublantes. Pourquoi Morgan a-t-il acheté 4 jours après la disparition de Céline des lames de scie à métaux et une bêche? Pourquoi a-t-il offert à des voisins pour Noël 2 bouteilles de champagne français d'un producteur peu connu, Pascal Chrétien, 2 bouteilles données à Céline Figard avant son départ de France pour fêter Noël en Angleterre?
À aucun moment, le routier britannique n'a laissé paraître le moindre signe d'énervement, la moindre faille. Mais compte tenu des révélations d'aujourd'hui, la tâche de ses défenseurs, convaincre les 12 jurés, 9 femmes et 3 hommes, que leur client n'a pas tué Céline, paraît d'ores et déjà bien difficile. L'assassin présumé a été en partie confondu par ses empreintes génétiques, une technique désormais couramment utilisée par les laboratoires de la police scientifique pour apporter des preuves supplémentaires. 5 de ces laboratoires fonctionnent également en France. Maryse Burgot, Didier Dard. C'est un endroit où les plus petits détails prennent une grande importance. Un poil, une tache de sang, une larve de mouche, un bout d'ongle. Au laboratoire de la police scientifique de Paris, on traque la moindre poussière et l'on peut passer des heures à chercher sur un drap un petit bout de quelque chose. Là, j'ai trouvé une auréole, effectivement. Donc on va entourer cette auréole et on va travailler dessus. On va rechercher s'il y a des spermatozoïdes à partir de cette trace. Et si vous ne voyez pas la tache de sperme, elle existe bien. Après avoir subi de savantes expériences, ce petit morceau de tissu révélera l'ADN du propriétaire du sperme, ce code génétique propre à chacun d'entre nous. Une sorte de carte d'identité du suspect qui va prendre une forme liquide. Malgré le petit volume, là-dedans nous avons des informations génétiques sur un individu. À ce liquide, le biologiste applique un protocole très strict, une recette de cuisine qui s'achève par ces espèces de codes-barres matérialisées sur un écran. En l'occurrence, vous avez une affaire de viol, où là vous avez les 2 éléments caractérisant la victime. Là vous avez un suspect, là vous avez un suspect, sous la petite flèche blanche, et là vous avez un prélèvement, un écouvillon vaginal de la victime après le viol. Il suffira donc de comparer ces différentes empreintes génétiques pour confondre ou disculper quelqu'un. Vous parlez de quasi-certitude. Oui, parce que la certitude absolue, tout bon scientifique vous dira qu'elle n'existe pas. Mais quoique ce soit difficile de donner des chiffres dans l'absolu, une empreinte génétique menée à son terme actuel permet de donner des quasi-certitudes. La marge d'erreur est donc minime, mais elle existe. Devant un tribunal, un test ADN ne suffira pas à condamner quelqu'un. Il sera néanmoins un élément important dans un faisceau de présomption. Par mesure d'économie, le gouvernement annonce le report de la construction de 2300 km de nouvelles lignes TGV. Ainsi, le TGV Est ne sera pas construit dans l'immédiat, ce qui provoque la colère des élus locaux comme le maire de Strasbourg, Madame Trottmann, et la satisfaction en revanche des écologistes. Le TGV Méditerranée, lui, sera achevé. Le tout TGV sera remplacé par une technique remise au goût du jour, le TGV pendulaire, moins rapide mais beaucoup moins cher et qui peut circuler sur les voies anciennes et nouvelles. Il est déjà en service sur la ligne Lyon-Turin. Didier Guyot, Philippe Fivet. Démonstration à l'arrêt de ce qu'est le système pendulaire. En temps normal, au passage d'une courbe, le train s'incline ainsi. C'est un système de vérins et d'amortisseurs qui permet ce mouvement de balancier. Tout est commandé par ordinateur, c'est lui qui calcule le degré du virage et c'est lui qui détermine le degré de l'inclinaison. Le train épouse le virage, colle à la voie. Et surtout la pendulation compense la force centrifuge qui vous pousse à l'extérieur. Conséquence pratique, le train ne décélère plus dans les courbes, d'où un gain de temps. Cette pendulation permet, dans des profils difficiles, d'augmenter la vitesse des trains ordinaires d'environ 35%. Le TGV Fréjus, à destination de Torino, va partir. Depuis dimanche, l'axe Lyon-Turin bénéficie de 3 liaisons quotidiennes. Grâce au Pendolino, il faut 40 minutes de moins qu'auparavant. Le système pendulaire fait donc gagner du temps, certes moins que le TGV, mais son coût est beaucoup plus abordable, 5 fois moins cher. Car ici, les voies n'ont pas été modifiées, ce sont des voies normales. Le Pendolino offre des avantages de confort, de qualité de service, de gain de temps, à un coût moindre, c'est vrai. C'est effectivement une étude marketing, une étude technique, une étude économique qui permet de dire sur telle et telle ligne, ce système se justifie plus qu'un autre. En regardant le paysage, on voit que le train tourne, mais on ne ressent aucune sensation. Puis tous ces virages, comme celui qu'on est en train de prendre, qui sont négociés de manière plus facile. Les Italiens, les Suisses ou encore les Suédois ont déjà adopté le train pendulaire et ses performances ont séduit la clientèle.
Avec 464 voix contre 100, le Premier ministre Alain Juppé a obtenu ce soir la confiance totale des députés de la majorité, comme on s'y attendait, sur son programme politique. Dans son discours, il a annoncé que 1997 serait une année d'amélioration de la situation économique. Je suis sûr, a dit le Premier ministre, que nous nous rapprochons de l'objectif. Roland Sicard, Carole Coumont. Même les grands jours, les députés de la majorité aiment se taquiner. Mazot va voter contre. Monsieur Santini, une fois de plus, taisez-vous. Pierre Mazot n'a évidemment pas voté contre, mais les petites phrases de la semaine dernière, celles qui visaient Alain Juppé, ont bien laissé des traces, plaisanterie ou pas. Et c'est sans doute pour cela que le Premier ministre comptait beaucoup sur le vote d'aujourd'hui. Un discours pour tracer les contours d'une nouvelle démocratie, celle de l'an 2000, plus proche des citoyens. Un discours pour redonner confiance aux Français. Je suis d'ailleurs frappé du décalage qui existe souvent entre la sinistrose de ce que l'un de mes prédécesseurs appelait le microcosme et le réalisme courageux de nos concitoyens sur le terrain. La tâche est rude aujourd'hui, je le sais, parce que les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Faut-il pour autant lâcher prise? Pour ma part, je crois de toutes mes forces que la persévérance paiera et que 97 sera une année d'amélioration. Un discours dont Alain Juppé attendait qu'il provoque l'adhésion de sa majorité et d'abord de l'UDF, souvent critique. Premier constat chez les amis de François Léotard, la confiance est là, l'enthousiasme beaucoup moins. Sans état d'âme, mais pas les yeux fermés. C'est donc une confiance claire sur la direction générale du gouvernement, mais avec une exigence de dialogue, de travail en commun. C'est une confiance exigeante. Le problème, c'est l'étape suivante. C'est maintenant d'essayer d'obtenir la confiance des Français. Et pour cela, M. Juppé n'y arrivera pas seul. Deuxième constat, au RPR, en revanche, à quelques exceptions près, on applaudit des deux mains. Conserver le cap, c'est à la fois impressionnant et rassurant. Et je crois que les Français lui seront reconnaissants de ce qu'il fait pour eux. Troisième constat, mais ce n'est pas une surprise, l'opposition, elle, tire à boulet rouge. Notre vote contre le gouvernement est un vote contre le cataclysme social qui s'annonce. On ne mobilise pas un peuple avec le froid des mots et le choc des impôts. Pour changer de politique, il faut changer de majorité. En tout cas, Alain Juppé, qui visait deux objectifs, en a atteint au moins un, celui qui visait à démontrer que quand il le demande, sa majorité peut se ranger derrière lui. Pour ce qui concerne le second objectif, celui qui visait à donner plus de cohérence à sa majorité, autrement dit à mettre en sourdine les critiques, eh bien, rien n'est joué. Les députés de la majorité, et notamment ceux de l'UDF, l'ont clairement dit, ils continueront à se faire entendre. Justice, il ne s'agit encore que d'un pré-rapport commandé par le garde des Sceaux, M. Toubon, mais il provoque déjà de multiples réactions politiques et des syndicats de la magistrature. Ce rapport de réforme du Code de procédure pénale s'intéresse en particulier à un sujet très délicat, le secret de l'instruction. Valérie Hermite, Yann Giquel. À la demande d'Alain Juppé, Michèle Laure-Rassin a pressé le pas. Prévue pour la fin de l'année, elle a finalement remis son rapport sur la réforme du Code de procédure pénale hier à Jacques Toubon. Le gouvernement voulait des propositions rapides, notamment sur le secret d'instruction. Les voici, l'une des priorités de Madame Rassin. C'est de protéger la sérénité du juge. Le premier rôle d'un magistrat, quel qu'il soit, n'est pas d'aller parader devant des caméras. L'actuel code de procédure pénale empêche déjà magistrats ou policiers de violer le secret d'instruction au risque d'encourir 1 an de prison et 100 000 francs d'amende. Mais Madame Rassin a une autre idée et à la place envisage 2 nouveaux délits. Le premier, la violation orale du secret ferait encourir aux magistrats 2 ans d'interdiction professionnelle. Plus grave, s'il y a communication de pièces, l'interdiction serait portée à 5 ans. Les syndicats de magistrats sont unanimes, ils condamnent. On ferait mieux de doter la justice de plus de moyens, de s'interroger davantage sur son indépendance, plutôt que de vouloir la brider. Michèle Laure-Rassin a aussi pensé à la presse. Toute publication d'actes de procédure serait punie d'une amende de 300 000 francs. Le journaliste qui a fait une enquête et qui a réussi à avoir les documents qui prouvent la vérité de ce qu'il affirme, lui serait sanctionné. Celui qui raconte n'importe quoi, qui éventuellement invente, sans document bien entendu, lui ne serait pas sanctionné. C'est proprement absurde, puisque l'essence même du métier de journaliste, c'est de chercher la vérité et de la dire. Donner ce sentiment que l'urgence, c'est de museler la presse, c'est donner le sentiment, parce que personne n'est bête, tout le monde comprend, que l'urgence, c'est que la presse ne parle pas des affaires. Donc ça veut dire que l'urgence, c'est que les affaires, on les étouffe. La balle est aujourd'hui dans le camp de Jacques Toubon et des parlementaires. Le gouvernement, dit le garde des Sceaux, réfléchira en toute liberté à ces propositions de réforme.
L'actualité internationale à Moscou, les rumeurs les plus folles et les plus contradictoires circulent à propos de la santé du président Boris Eltsine. On avance aujourd'hui que son état ne permettrait même pas l'opération du cœur prévue initialement. C'est à ce point que l'opposition communiste manifeste pour réclamer de vrais bulletins de santé de Boris Eltsine et éventuellement sa démission. Moscou, Dominique Derda, Éric Mézy. 3 mois après leur défaite aux élections présidentielles, ils ont ressorti banderoles et drapeaux rouges. Les communistes commémorent la rébellion parlementaire d'octobre 1993, réprimée dans le sang sur ordre de Boris Eltsine. Les ennuis de santé du président russe les confortent dans leur certitude. En votant Zouganov, pense-t-il, ils avaient fait le bon choix. Lui est un homme jeune et bien portant. Il faut organiser de nouvelles élections, dit cette jeune femme, des élections honnêtes, et publier le bulletin de santé des candidats avant et non pas après les élections, comme ce qui vient de se passer maintenant. Et quand on leur rappelle qu'avant Yeltsin, jamais les médias soviétiques n'osaient faire allusion à la santé précaire des classiques du parti, ils s'en trouvent toujours un pour affirmer qu'alors le pouvoir était aux mains du peuple et qu'aujourd'hui il est entre les mains d'un seul homme. À la Douma, après de longues vacances, les députés ont repris leurs travaux. Dans leur majorité, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ils s'accordent à dire que la Russie ne peut plus longtemps être dirigée par un absent. Même Grigory Yavlinsky, opposant certes mais réformateur, tire la sonnette d'alarme. Demain, dit-il, l'Ebed dira une chose, le Premier ministre une autre, le chef de l'administration présidentielle sera encore d'un avis différent et nous nous retrouverons avec 3 gouvernements opposés. Les communistes ont déjà rédigé un projet de loi qui rendrait obligatoire un examen médical approfondi pour les plus hauts personnages de l'État. Eux savent bien, pour avoir pendant 70 ans caché à leurs camarades les nombreuses maladies des secrétaires généraux, qu'il faut prendre avec prudence les communiqués officiels. Vous savez, dit ce député communiste, je ne crois ni nos médecins, ni même de Beckel, américain. À son âge, il ferait bien mieux de s'occuper de ses petits-enfants. Autant dire qu'avant que tous ne se mettent d'accord sur la composition de l'équipe médicale chargée de procéder aux examens, la glace aura sans doute déjà recouvert les eaux toujours troubles de la Moskova. À Kaboul et dans une grande partie de l'Afghanistan, le nouveau gouvernement fondamentaliste musulman commence à régir le pays selon la loi islamique, avec ses multiples interdits qui touchent les hommes et les femmes surtout dans leur vie quotidienne. Patricia Coste. Les voiles sont tombés sur Kaboul et leurs femmes. En quelques heures, l'histoire a reculé de plusieurs décennies. Elles ont certes le droit de sortir, mais intégralement voilées et accompagnées d'un maram, un homme de leur famille proche. L'ordre des talibans, ces étudiants ultra-conservateurs, règne. Mais leur ligne politique fait plutôt désordre. Hier, ils interdisaient l'éducation pour les filles. Aujourd'hui, certains d'entre eux parlent de rouvrir les écoles fermées hier. La femme est comme toujours la première obsession des intégristes. Son effigie est ici martelée par les crosses des étudiants. Des fresques d'inspiration soviétique où elle dansait ont été décrochées et piétinées. Les hommes doivent se couvrir, comme tout bon musulman. Le gamin qui vend les calottes connaît son affaire. La population, docile et épuisée par des années de guerre, subit. Le visage inexpressif, personne n'ose plus dire ce qu'il pense. Les étudiants sont partout dans la ville et on les connaît mal. En apparence, leur programme est simple. L'application de la charia, la loi du Coran. Pas de constitution ni d'élection, ce ne sont pas des islamistes, le mot est trop moderne pour eux, ce sont des fondamentalistes. Ils veulent revenir à l'islam traditionnel et ultra-conservateur de leurs ancêtres. Leur piété est grande, sincère, cela suffira-t-il pour gouverner? En bref, encore, catastrophe aérienne dans le Pacifique. Quelques instants après son décollage de Lima, un Boeing 757 de la compagnie aérienne péruvienne s'est écrasé en mer. Il y avait 70 personnes à bord. L'accident serait dû à une panne d'ordinateur. On ignore encore s'il y a des rescapés. Retour en France à Lyon, 2e jour du procès de l'église de Scientologie. Aujourd'hui, des plaignants sont venus à la barre témoigner des méthodes de manipulation mentale dont ils ont été victimes. Dominique Verdeillan, Dominique Merla. Marie-Thérèse Massard y a cru. Elle pensait que la scientologie pourrait l'aider à surmonter ses problèmes. Après 3 ans passés dans l'église, elle parle d'harcèlement ignoble, de persécution. On vous cuisine de A à Z, dit-elle. Elle reconnaît qu'elle n'a pas eu la force d'en partir. Longtemps, la curiosité l'a emportée. Son constat est accablant. Elle a beaucoup donné et peu reçu. J'ai versé beaucoup d'argent pour n'avoir rien du tout, aucune profession, puisque j'étais rentrée pour avoir une profession, auditeur professionnel, mais je n'ai rien eu. Mais surtout, j'ai eu ensuite une déstructuration du mental, un trouble profond.
C'était des sommes d'argent considérables? Oui. Combien par exemple? Une fois 124 000 francs, une autre fois 68 000, etc. En fait, en 3 ans, Marie-Thérèse a versé à l'Église 1 million de francs. L'expert Jean-Marie Abgral a démonté les mécanismes de la scientologie, dépendance, dépersonnalisation, perte de référence. Quant aux cures de purification, selon lui, elles entraînent troubles mentaux et troubles de santé qui peuvent provoquer des délires hallucinatoires. Et curieusement, prévenus, plaignants et experts se rejoignent. Ils ont décrit un monde qui n'a rien d'angélique, celui d'une église qui privilégie d'abord la religion de l'argent, où l'éthique c'est avant tout produire. D'ailleurs, aucun des adeptes n'a assisté à une quelconque cérémonie religieuse. Et à l'occasion de ce procès, on s'est aperçu que l'église de Scientologie surveille de très près, pour ne pas dire plus, ses anciens adeptes repentis ou encore les experts ou magistrats chargés d'enquêter sur ses agissements. Jacques Cardoz, Patrick Desmully. Contre Jean-Marie Abgral, la scientologie a tout essayé. Elle l'a qualifié d'opposant notoire depuis qu'il a été nommé expert auprès des tribunaux. La secte en a donc fait l'une de ses cibles. Il a eu droit à toute la panoplie d'intimidation. J'ai eu droit à des coups de fil anonymes, j'ai eu droit à des vols de courrier dans ma boîte aux lettres, j'ai eu droit à des prises de rendez-vous qui en fait n'en étaient pas, j'ai eu droit à des coups de fil anonymes à mon épouse pour dire que j'étais mort. Je me suis rendu compte que tout ce qui m'arrivait était décrit selon une chronologie bien établie et que la scientologie avait programmé en fait les mesures de rétorsion à l'égard des gens qui s'opposaient à eux et qu'on appelle des personnes susceptibles de créer des troubles pour la scientologie. Voici l'organigramme complexe de la scientologie, une constellation derrière laquelle se cache un service secret de renseignement. Un bureau intitulé OSA, chargé d'enquêter sur tous ceux qui peuvent porter atteinte à la secte. Effectivement, en scientologie, il y a un service secret au sens propre, mais inconnu du public et de la plupart des scientologues, qui s'appelle OSA, qui est donc un service qui s'occupe de gérer tous les conflits des ex-adeptes qui essaient d'attaquer la scientologie. Ce qui est clair, c'est que tous les opposants à la scientologie doivent être, entre guillemets, éliminés ou détruits d'une manière ou d'une autre. Ou en tout cas repoussés d'une manière ou d'une autre. Même les revues scientologues diffusent ces idées. Elles n'hésitent pas à écrire des articles diffamatoires contre ceux qui auraient dénoncé ces agissements. Adeptes repentis, journalistes, avocats, médecins, magistrats, elles n'épargnent personne. Une 60aine d'associations engagées dans la lutte contre l'exclusion jugent encore insuffisant le projet de loi de cohésion sociale qui avait été présenté lundi dernier par Jacques Barrot. Ces associations qui, sur le terrain, imaginent des solutions ponctuelles. C'est le cas à Marseille, où les secours populaires et catholiques ont créé une mutuelle des exclus permettant aux plus démunis d'avoir accès aux soins médicaux minimum. Reportage Patrice Velay, Marc Millet. Un sourire et un café tous les matins, c'est le passeport accueil du secours catholique. Et depuis peu, les gens de la rue peuvent ici s'occuper de leurs maladies, souvent chroniques. André est mutualisé depuis quelques semaines, 140 francs par mois pour un accès gratuit aux soins. L'association se porte garante du paiement. Pour les SDF, les marginaux, la santé est souvent la dernière des préoccupations. Dans la rue, on se soucie de se trouver un petit toit provisoire, de manger. Bon, c'est tout. Une carte de mutuelle, c'est toujours un peu de dignité gagnée et souvent une solution à l'urgence médicale. Du jour au lendemain, le droit aux soins gratuits est ouvert. Il n'y a aucune prévention dans ce genre de milieu-là. Quand ils sont malades, ils viennent vous voir et puis c'est très souvent que nous mutualisons les gens parce qu'ils sont malades, mais pas le contraire. Voilà. Depuis des semaines, Yves refusait de se faire soigner. Ben, tu sais, des fois on devient plus fragile d'un seul coup. Mais cette fois, c'est l'hôpital. 18 mois dans la rue lui ont fait oublier sa santé. Aujourd'hui, il est mutualisé. C'est-à-dire que tous les frais sont déjà beaucoup diminués et tout. Donc on s'en sort mieux. Donc c'est plus facile de penser à sa santé. Oui, voilà. Le diagnostic a été sans appel, une pleurésie à soigner immédiatement. Ce jour-là, Yves est resté à l'hôpital, accompagné par ses amis du Secours catholique et sans souci d'argent. C'était déjà beaucoup. Le mondial de l'automobile ouvre demain à Paris. Les constructeurs s'installent à grands frais pour tenter de séduire les quelques 1 200 000 visiteurs attendus. Sur place, Luc Bazizin, Daniel Lévy. La même raison réunit sur le salon cette Lamborghini, cette Mini Austin Rover ou ce monospace de Renault. Être vu, apprécié et donc vendu. Et pour y parvenir, les constructeurs n'hésitent pas à investir.
Des musiciens, des mannequins, des fontaines et des décors somptueux, rien ne manque pour attirer le client et mettre en valeur les véhicules. C'est cher, mais ça se compare en retour sur investissement à une bonne campagne de publicité ou une bonne campagne d'image. Ça vaut la peine de venir à un salon. Il est clair que nous avons 1 200 000 clients des prospects qui vont passer sur notre stand. Ce que nous attendons forcément sont les prises d'adresse et les bandes de commandes et les ventes qui vont en découler. Ça c'est clair. Une multitude de services pour flatter ou renseigner le visiteur. L'investissement pour le seul décor pèse très lourd dans le budget. Nous avons investi dans les stands, si vous parlez d'argent, 3 millions de francs, mais nous attendons un retour beaucoup plus important. Pour ce seul stand, près de 2000 mètres carrés loués à 2000 francs le mètre, auquel il faut ajouter une cinquantaine d'hôtesses partagées en 2 équipes et une quarantaine de commerciaux. Tout ce que les constructeurs souhaitent, c'est que le visiteur garde un bon souvenir de sa visite et devienne à court terme un client. En 1996, la voiture n'est plus un mythe. C'est aujourd'hui de plus en plus, disons, un objet utilitaire comme un autre. Cela dit, l'automobile reste la première dépense des ménages français. C'est le dossier du jour préparé par Sébastien Vibert et Jacques Gérard et intitulé « Un amour de voiture ». On se souvient souvent de sa première automobile, comme on se souvient de son premier amour. La première voiture, c'était comme le certificat d'études, pratiquement pareil. On était content d'en avoir une. On pourrait planter les copains, bien sûr. Ça, puis les premières sorties en boîte. Aujourd'hui, la magie de la voiture aurait-elle disparu? Les Français seraient-ils fâchés avec l'automobile, au point de ne la considérer simplement que comme un outil de travail. C'est un moyen de locomotion. C'est un moyen de locomotion pour travailler. La voiture, objet banal, pas si sûr. Nombreux sont ceux qui passent des heures à la bichonner, l'entretenir, l'embellir. Chaque foyer français dépense en moyenne par an 38 000 francs, essence, assurance, équipement compris. Jean-Paul, 27 ans, éprouve pour son auto bien plus que de l'attachement. Une passion, c'est le but, enfin un but, oui, un gros plaisir, un gros plaisir. Qu'est-ce qui vous plaît dans la voiture? Qu'est-ce que vous aimez? Bon, un petit peu la vitesse, puis bon, la puissance, voilà, au démarrage. Votre femme, qu'est-ce qu'elle en pense de ça? Ça y plaît, ça y plaît. Disons, il faut arriver à partager le temps entre la voiture, la femme et puis l'enfant, quoi. Mais bon, on arrive à jongler et puis à tout concilier. Enfin, le clou du salon est sans contredit la DS19 Citroën qui a toutes les faveurs de la curiosité. Ligne hardie... Dès les années 50, la DS fait rêver les Français. Signe extérieur de réussite, d'élégance, de pouvoir. Acheter une voiture devient alors peu à peu un acte important dans sa vie, le reflet d'une société prospère. Quand on a rêvé l'accession à la richesse dans les années 50 et 60, on a acheté des voitures qui étaient des voitures confortables et relativement grosses. Quand on a rêvé d'hyper-individualisme, on a acheté dans les années 80 des voitures de série limitée, des voitures de plus en plus avec des accessoires et des gadgets. Et c'est l'époque de la voiture frime, la voiture des gagnants. J'ai failli attendre. La publicité, elle, n'attend pas. Au contraire, pour séduire l'acheteur, elle doit flatter ses sentiments d'homme pressé, viril et conquérant. Alors, vous voyez, là, on est dans un film typique du milieu des années 80. Les valeurs qui sont privilégiées sont les valeurs de spectacle. D'une certaine agressivité même, et on peut dire que les conducteurs sont des gens anonymes. Ils étaient 4. Années 90, changement de décor. L'objet automobile est devenu presque accessoire, au point de disparaître complètement dans ce spot. Ce qui compte, ce sont les utilisateurs, ou plutôt les utilisatrices. Car les femmes représentent aujourd'hui 35% des acheteurs. Pour elles, la sécurité, le confort, le côté pratique de la voiture priment avant tout. Des notions que les constructeurs doivent désormais prendre en compte.
La santé maintenant, c'est la semaine du cœur. Cette année, les spécialistes insistent sur la pratique du sport après la cinquantaine. Elle est recommandée sous certaines conditions et pour ceux qui étaient déjà des pratiquants, eh bien, il faut surtout continuer. Françoise Vallet, Gilles Deblair, enquête. Il y a ceux qui regardent, ceux qui recommencent et ceux qui n'ont jamais arrêté. Comme Hubert, 65 ans, assouplissement tous les jours à 7h30 le matin, même en hiver, depuis l'âge de 16 ans. Tous les tests sont bons, le cœur, tout va bien? Oui, plus j'ai dit, moins je me fais de tests. Moins j'en sais, mieux je me porte. Économie pour la sécurité sociale. Michel aussi fait faire des économies à la Sécu. À 76 ans, il s'entraîne 3 fois par semaine et se porte plutôt bien. Je vois des tas de copains de mon âge, ils ont tous des douleurs. Là, à force de remettre les bras, les jambes, avec la piscine et ainsi de suite, on est bien, quoi. On n'a mal nulle part. Il n'a jamais aussi bien joué. Vous avez une forme incroyable. Ah, c'est incroyable. À nous deux, on fait 150 ans. Alors quel est votre secret pour avoir une forme comme ça? Je vais au tennis. Régulièrement? Oui. Et on joue 2 fois par semaine au moins. Et les femmes ne sont pas en reste. Plus de 70 ans et toujours sur le court. Une activité sportive régulière serait donc bien le secret de la forme. Mais comment faire lorsque pendant des années on a tout arrêté? Comment faire, surtout si l'on approche les 50 ans, l'âge critique pour le cœur? Le problème, c'est qu'à 50 ans, il y a eu souvent le tabac, il y a quelques erreurs alimentaires, il y a le cholestérol, et donc les artères du cœur en particulier peuvent s'encrasser. C'est pour ça qu'il est important, si on veut reprendre une activité physique et sportive, de faire un bilan, un état des lieux, on pourrait dire presque une révision des 50 000, pour voir en fin de compte si le cœur est en bon état et s'il est capable de faire un effort. Et bonne nouvelle, il est toujours capable de faire un effort. Commencer par la marche, le vélo, la natation, 30 minutes, 2 à 3 fois par semaine. Progression et régularité sont les clés d'une bonne santé. Le consul du Brésil à Marseille n'est pas un diplomate comme un autre, dans la mesure où il vient de sortir un album de chansons tirées du répertoire brésilien et qu'il commence une tournée qui va l'amener bientôt à Paris. Nicolas Vinclair, Bruno Giraudot. La nouvelle a fait l'effet d'une traînée de poudre. À Marseille, un homme a trouvé une façon toute singulière de faire rayonner la culture de son pays. Bienvenue donc au consulat du Brésil à Marseille. Depuis 2 ans, Antenor Bogea est le maître des lieux. Il a derrière lui une longue carrière de diplomate et devant lui quelques passeports à signer. Ça fait partie de ses prérogatives. La vie de monsieur le consul a changé il y a quelques mois de cela. Rosine Valencia, une grande guitariste brésilienne en concert au New Morning, l'invite à pousser la chansonnette sur scène. Et là, boum badaboum, grand choc, il goûte à une nouvelle ivresse qui n'a rien à voir avec celle que procure l'excès même modéré de caipirinha. Je ne sais pas comment décrire ça. J'étais content d'être là, mais en même temps, je me demandais, mais qu'est-ce que je fais ici? J'avais pas l'habitude de monter sur scène, surtout de chanter. Mais alors, je chantais avec elle, j'étais bien applaudi, les gens étaient très généreux avec moi. Et à partir de ça, il y a eu cette mouche, ce virus qui m'a piqué, et j'ai bien aimé. Et monsieur le consul s'est lancé. Nous sommes à Marseille, mais l'endroit s'appelle le Café Parisien. Antenor Bogea y a rencontré un soir de concert celui qui est aujourd'hui son producteur, le patron des lieux, fasciné par un homme aussi surprenant que talentueux. Il joue tous les grands du répertoire brésilien, des chansons où l'on parle souvent d'amour, comme quoi il est tout autant difficile d'embrasser le corps diplomatique que celui des femmes. La diplomatie est une profession, la musique est un art. Vous vous marrez plus au boulot ou sur scène? Je suis très content dans mon boulot. Je suis très heureux sur scène. Antenor Bogea est aujourd'hui l'heureux papa d'un magnifique album. Le consul chantant sera à la fin du mois au New Morning à Paris. Quant à l'ambassadeur de France au Brésil, il se refuse toujours et on le regrette à s'attaquer au répertoire d'Edith Piaf. Retour sur la négociation de Washington entre Israéliens et Palestiniens. Dans quelques instants, aux alentours de 21h, le président Bill Clinton doit s'adresser à la presse pour faire état de l'avancée de ces négociations qui, vous le savez, pour le moment, sont bloquées. Pas d'autres informations pour l'instant, mais la situation visiblement est très tendue entre les 2 négociateurs, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, et Yasser Arafat, le président de l'autorité palestinienne. Bien entendu, les dernières informations dans notre journal de la nuit aux alentours de minuit. Dans quelques instants,
La météo, Sophie Davant, 20h50, un nouvel épisode de votre série, Madame le Proviseur, avec Daniel Delorme. Le dernier journal, donc, vers minuit, Philippe Lefay. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra la députée socialiste Frédéric Brodin. 13h, Patrick Chêne. Quant à moi, je vous retrouverai à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir. C'est un fait de merde.